Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Déconspirateurs, l'émission Générique. Chaque numéro, vous le savez, est l'occasion pour Rudy, Tristan et moi d'une immersion dans la complosphère pour vous aider à y voir plus clair. Bonjour Rudy. Bonjour David. Bonjour Tristan. Bonjour à tous. Alors cette semaine, on a beaucoup de sujets à traiter. Il sera évidemment question de la nouvelle conspicratie américaine. On vous expliquera ce que c'est, des théories du complot sur la mort de Gene Hackman, mais aussi de la façon dont CNews, avec Xenia Fedorova notamment, devient un lieu où la propagande russe est en lieu sûr. Bref, on a du pain sur la planche et moi je voulais commencer quand même avec finalement cette mort de Gene Hackman qui est pour la complosphère américaine source d'une kyrielle de théories du complot. Si tu peux nous en parler un peu Rudy. Voilà. Surtout une théorie du complot majeure, c'est l'idée qu'il aurait été assassiné. Voilà, c'est toujours pareil. Donc on a eu l'annonce de la découverte au domicile de Gene Hackman, grand acteur américain, je vais pas... Vous irez chercher pour ceux qui ne savent pas qui est Gene Hackman, mais globalement, la plupart des gens savent, je crois, qui est Gene Hackman. L'annonce de la découverte de son corps sans vie et de celui de son épouse à leur domicile. Sans qu'on sache encore résultat d'autopsie et la cause de cette mort, de ces morts. Et donc immédiatement, la complosphère, des deux côtés de l'Atlantique, s'est mise à spéculer sur les vraies raisons cachées de ces décès, et avec l'idée qu'il en savait trop, ça est basé sur rien, mais il en savait trop, notamment concernant l'affaire Epstein, Jeffrey Epstein, et qu'il se serait apprêté à faire des révélations, et que donc un pouvoir de l'ombre, du côté de l'État profond, aurait éliminé Gene Hackman pour ces raisons-là. La réalité est bien plus prosaïque que ça. Bah oui, et plus tragique aussi, plus pathétique. Ouais. C'est-à-dire que on sait que son épouse, âgée de 65 ans, est morte 6 jours avant lui. On le sait, on l'a su après, quelques jours après, mais voilà, on le sait maintenant. Lui, on sait à quel moment il est mort parce que on a les données de son pacemaker. Il avait des problèmes cardiaques, donc on sait exactement quand il est mort. On sait aussi qu'il avait la maladie d'Alzheimer. Alors pour quelqu'un qui s'apprêtait à faire des révélations sur l'affaire Epstein, voilà, et que probablement il ne s'est pas aperçu que son épouse était décédée, et qu'il est probablement mort aussi sans pouvoir s'alimenter, sans pouvoir manger. Donc c'est des conditions particulièrement terribles. Mais voilà, ça relève pas de l'assassinat, ça relève pas de l'élimination. Évidemment, aucun des conspirationnistes qui sont montés au créneau sur cette théorie du complot ne s'est excusé ou est revenu en arrière. En tout cas, moi, je n'en ai pas vu. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est le télescopage de cette affaire-là et de l'agitation des derniers jours autour du dossier Epstein. Pourquoi ? Parce que la nouvelle ministre de la Justice américaine, Pam Bondi, a expliqué qu'elle allait déclassifier totalement tout ce qui relève au niveau du FBI, du dossier Epstein. D'accord ? Et elle a même accusé le FBI d'avoir caché des preuves, de ne pas tout déclassifier, sachant que là arrivent au FBI deux figures du Trumpisme, du mouvement MAGA, complotistes, et qui eux-mêmes accusent le FBI même d'avoir eu un rôle dans l'orchestration de ce qui s'est passé au Capitole le 6 janvier 2021. Le nouveau patron du FBI, c'est Kash Patel. Kash Patel, tout à fait. Complotiste, en mode Stop the Steal, etc. Proche des QAnon. Aussi, État profond et QAnon. Et le numéro 2, c'est Bongino, son prénom. Dan Bongino. Dan Bongino, Bongino ou Bongino. Bongino. Bon. Moi, j'ai plutôt tendance à dire Bongino. Mais Bongino, voilà. D'accord. Donc un ancien policier qui a été membre du Secret Service, c'est-à-dire garde du corps, en fait, des personnalités, mais notamment du président américain, mais pas d'expérience dans le domaine du renseignement. Donc pour quelqu'un qui va devenir numéro 2 du FBI. Mais surtout, après avoir fait ça, il est devenu podcasteur conspirationniste. Là aussi, avec des thèses, le relais de thèses QAnon, État profond, évidemment. Donc voilà, c'est le nouveau binôme à la tête du FBI. C'est ça la conspicratie américaine, Tristan, aujourd'hui. Il y a de ça, mais juste pour rester un tout petit peu 2 secondes sur l'affaire Epstein, c'est que on ne mesure pas ici en France l'excitation
autour de ces supposées révélations des documents liés à Epstein, ça a été feuilletonné pendant des semaines, voire des mois. Ça fait même presque plus d'un an, même Trump avait parlé de ces documents qui seraient déclassifiés, finalement déclassifiés. Donc ça a maintenu en haleine, ça a nourri, ça a exalté, ça a préservé une sorte de dynamique folle dans la complosphère, de l'attente de cette fameuse survenance de quelque chose. C'est le cliffhanger dont tu parles souvent. Le fameux cliffhanger classique chez les conspis, et chez d'autres, mais en tout cas particulièrement chez les conspis. Donc ça fait des années, en tout cas des mois et des semaines là, qu'ils attendent tous goulûment, avec l'arrivée au pouvoir de Trump, ces fameuses révélations. Tous convaincus qu'évidemment, il y aura le poteau rose dedans, qu'on va enfin tout savoir, et que évidemment tous les puissants, les globalistes, les démocrates, les gens d'Hollywood, machin, vont tous tomber quand on saura qu'ils étaient tous allés fricoter avec des jeunes enfants sur l'île d'Epstein. Bon, le fait est que pour l'instant, ça fait beaucoup de pchit, mais des pchits qui s'enchaînent. Successifs, ouais. C'est des pchits successifs, et qui commencent un peu à créer des dissensions internes dans la complosphère américaine. Carrément. Ah oui, parce qu'il commence à y avoir des voix. Un peu les lignes de fracture. Bon, alors les lignes de fracture sont vraiment liées au gonflement de personnalités qui s'affrontent un peu et qui veulent aussi capter ce marché conspi. Et donc on a par exemple une Laura Loomer qui a explosé ces derniers mois, notamment sur X essentiellement. Laura Loomer, républicaine, ultra-conservatrice. Ouais, et qu'on connaît depuis très très longtemps. Elle s'était enchaînée sur le grillage de Twitter il y a plusieurs années, quand elle avait perdu son compte, parce qu'elle avait relayé tellement de foutaises. Bref, donc elle avait fait un peu le tour des réseaux sociaux. Bref, donc elle est vraiment une conspi absolument exaltée, et qui est en train de pilonner, notamment le gouvernement US, et Pam Bondi particulièrement, mais bon bref, en train de la pilonner en lui disant où sont tous ces éléments, pourquoi est-ce qu'on a quelques bris d'éléments. Il y a eu un moment où, je crois que c'est à la Maison Blanche, a invité quelques influenceurs essentiellement conspi, pour leur remettre ce fameux premier élément de document de révélation, de déclassification. Donc ça a été juste une séquence photo pour les réseaux sociaux, c'est ce qu'ils ont fait, sauf que en regardant dans les documents, il n'y avait rien. Il n'y a pas grand-chose. Rien de nouveau, rien de nouveau sur l'horizon. Comme prévu, quoi. Je renvoie nos auditeurs à la petite vidéo réelle qu'a faite Perla MCK sur le sujet la semaine dernière, en montrant qu'il y a toute une rhétorique de la transparence. Alors, effectivement, créer l'attente, le cliffhanger, il va y avoir des choses, et puis, nous, on arrive au pouvoir, on va enfin pouvoir être transparent, donc on va être transparent sur l'affaire JFK, RFK, sur l'assassinat de Martin Luther King, on va être transparent sur y a-t-il de l'or vraiment à Fort Knox, c'est la même histoire, et puis on va être transparent sur l'affaire Epstein comme si tout n'était pas déjà sorti. L'affaire Epstein, encore une fois, Epstein, il s'est suicidé en 2019. Il y en a un deuxième de l'affaire Epstein élargie, qui est un Français qui s'appelait Brunel, qui a été arrêté, mis en détention en France et qui s'est suicidé dans sa prison aussi en France. Et puis, il y a la principale complice d'Epstein, Ghislaine Maxwell, qui, elle, a été jugée, condamnée, qui purge sa peine. Elle a pu se défendre, elle a eu tous les moyens pour se défendre. La vérité judiciaire, elle a été faite sur cette affaire. C'est-à-dire que elle était reconnue coupable de complicité de ce qui était reproché à Epstein. Donc même si Epstein n'a pas été jugé, parce qu'il s'est suicidé avant, on peut le considérer comme coupable des faits qui lui étaient reprochés, ou de l'essentiel en tout cas. Donc, en fait, on sait ce qui s'est passé. Il y a le prince Andrew, dont on sait qu'il a négocié un accord avec l'une de ses accusatrices, un accord avec un échange monétaire, donc il est probablement pas complètement une oie blanche dans cette histoire. Voilà. Mais en dehors de ça, c'est tout. La fameuse liste qui était sortie il y a des années, en fait c'est quoi ? Il y avait plus de 180 noms de personnalités, etc. Parmi les noms, il y avait notamment celui de Donald Trump, quand même. On parle de gens, de noms qui étaient sur des agendas d'Epstein et sur des plans de vol. Alors, lorsqu'on prend le jet privé d'Epstein, sur le plan de vol, on a les noms de chaque passager, etc. On sait que RFK Jr., ministre de la Santé de Trump aujourd'hui, il a fait partie de ces vols avec Epstein. Et il s'en cache pas, d'ailleurs. Il s'en cache pas, il a fait une vidéo face caméra en expliquant qu'effectivement, il était dessus. Voilà, mais c'est pas parce qu'on a pris le jet d'Epstein qu'on s'est livré et qu'on est pédophile ou qu'on s'est livré à des actes pénalement répréhensibles. Voilà, ce sont deux choses différentes. Mais je trouve qu'il y a quand même
c'est une sorte, c'est un peu une kryptonite, hein, cette affaire, notamment pour les républicains, parce qu'à chaque fois que les complotistes vont pousser en avant en disant oui, il y a quelque chose sur cette liste, etc., il y a toujours des gens qui vont s'amuser à partager des photos de Trump et Epstein. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il était tellement une personnalité, tellement, c'était une véritable personnalité aux États-Unis. Donc il a côtoyé, quand on est à ce niveau-là et qu'on est milliardaire, on côtoie d'autres milliardaires et d'autres puissants, c'est classique comme ça. Bill Gates, etc. Bill Gates, évidemment. Mais le problème, c'est qu'il a rencontré aussi énormément de républicains. Donc il va y avoir une position quand même un peu délicate à tenir, qui est toujours un peu délicate à tenir du côté de la complosphère, qui est d'essayer de limiter la focale sur les grandes figures de détestation habituelle, tout en essayant vraiment de mettre de côté ceux qui sont des républicains. Quand même, le grand talent des pro-Trump dans cette histoire, c'est d'avoir renversé complètement le dossier d'accusation. Parce que, rappelons-nous comment l'affaire Epstein commence en juillet 2019, par la démission du ministre du Travail de Donald Trump. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que quelques années avant, il a négocié en tant qu'avocat, je crois, procureur, il a négocié en gros une sortie de crise pour Epstein, pour éviter des poursuites judiciaires à Epstein. Donc ça commence comme un scandale qui éclabousse la Maison-Blanche, qui à l'époque était trumpienne, puisque c'était Donald Trump le président à l'époque. Et ses partisans... Et la complosphère a réussi à renverser les choses en disant non mais tout ça en réalité éclabousse le camp d'en face, les démocrates, les Clinton, Bill Gates, etc. C'est assez talentueux de leur part. Et par rapport à cette administration américaine, il y a aussi évidemment la personnalité de Robert Kennedy Jr. Qui est donc ministre de la Santé et qui a minimisé plus ou moins, enfin il a vraiment minimisé même on peut dire, l'épidémie de rougeole qui est en cours aux États-Unis. Si tu peux nous en parler. Oui, alors, il a minimisé. Il a d'abord minimisé avant de reconnaître que l'épidémie et c'est ça qui est assez... encore une fois, c'est assez, j'allais dire, pas forcément assez attendu, c'est peut-être assez surprenant, où il y a une certaine logique au fait que lorsqu'on a des convictions complotistes chevillées au corps, notamment sur les vaccins, ce qui est le cas de RFK Jr., depuis le début. Depuis très longtemps. Avec une structure avec laquelle il a bossé. Health Defense. Et donc là, vraiment, ils ont poussé vraiment un discours extrêmement chargé, notamment sur la rougeole. Il a aussi publié des choses il y a très longtemps sur le vaccin contre la rougeole, et qui, lorsqu'il arrive en fonction, là, on parlait du mur de réel, je crois, on l'avait déjà évoqué ici. Fait, mais quand on arrive en fonction et qu'on a des enfants, ou quelques cas d'enfants qui meurent de la rougeole, et des cas de rougeole qui se multiplient, là on est face à une véritable crise. Et quelle posture peut-on avoir quand on a face à soi la réalité de la mort de jeunes enfants à cause... et essentiellement des enfants qui n'étaient pas vaccinés contre la rougeole. Et donc on a un RFK qui a été contraint d'une certaine manière par la force de ce fameux mur de la réalité, de dire oui, il faudrait, il n'a pas dit que c'était obligatoire, mais il a dit il faudrait qu'il y ait effectivement une campagne de vaccination et des contorsions du côté de la complosphère. Alors d'abord des attaques frontales, ou des gens qui sont outrés par ce propos, et d'autres que j'ai pu voir aussi, qui étaient vraiment dans une sorte de contorsion, en disant que il a dit ça oui mais. Il a dit ça sous une certaine contrainte. Quelque part, et c'est la contrainte de la position dans laquelle il est. Vous comprenez, il faut qu'il compose, c'est complexe, etc. Bref, il y a un véritable malaise. Alors, c'est à la fois rassurant et inquiétant. Rassurant parce que la réalité s'impose parfois aux dirigeants. Elle s'impose, mais il ne rend pas non plus la vaccination obligatoire. Il la rend pas obligatoire. Il s'arrange un peu avec... Il s'arrange un peu avec la réalité. Ouais. Et donc ça, c'est un peu le versant plutôt négatif, c'est que c'est clairement quelqu'un qui n'a aucune colonne vertébrale. Il n'a pas de conviction réelle. S'il était vraiment sur les positions qu'il a martelées pendant des années, il n'aurait pas bougé d'un iota. Il bouge d'un iota. Bon. Comme dans l'autre sens sur l'avortement. Oui, tout à fait. Ouais, parce que pour faire plaisir aux républicains, il explique finalement que l'avortement, c'est quand même... Alors qu'il a toute sa carrière, il était démocrate quand même. Et donc, c'était un défenseur de l'IVG. Donc il y a beaucoup d'arrivisme dans ces postures-là, qu'elles soient complotistes ou pas d'ailleurs. Dans cet univers de la complosphère, lorsqu'on veut adhérer, on va manger son chapeau, on va essayer vraiment de se plier, on a une colonne vertébrale qui va bouger pour rester en poste, en gros, pour rester en poste. En tout cas, dans la complosphère, RFK a pris un coup très très sévère. Il s'est fait attaquer, notamment pour rester en poste et peut-être aussi pour éviter des poursuites judiciaires après. Parce qu'il y a sans doute ce risque-là. Quand on est en charge de la santé des Américains et qu'on est anti-vax,
dans un moment où il y a des morts à cause de la rougeole, peut-être qu'en fait, il se ménage une porte de sortie pour après. C'est quand même compliqué d'expliquer qu'on a sa propre administration, c'est-à-dire l'équivalent de l'autorité sanitaire en France, qui explique que c'est important la couverture vaccinale et se vacciner contre la rougeole, et le chef de cette administration, le ministre, qui dirait non. Donc oui, il doit composer avec le réel. Alors il doit composer avec le réel, même si évidemment l'administration, là tu parlais conspicratie, mais que l'administration américaine est en train de pilonner le réel, et notamment l'univers des sciences. Bien sûr. Il y a eu des manifestations toutes récentes ici pour essayer de soutenir les communautés scientifiques dans son travail international, parce qu'évidemment, ce qui se passe aux États-Unis ne reste pas aux États-Unis. Les communautés scientifiques sont globales et mondialisées. Quand on fait un papier là-bas, les pairs sont tout autour de la planète. Et donc, il y a une charge absolument folle, d'abord en pilonnant l'administration américaine qui se charge de ce travail scientifique de recherche, de science. C'est pour ça qu'à RFK, tu disais qu'il risque de payer le prix il a peut-être plié parce qu'il risquerait peut-être d'être responsable s'il y avait des morts liées à cette rougeole. Oui, mais il faut aussi pouvoir établir tout ça, et pour établir tout ça, il faut qu'il y ait aussi un appareil d'administration lié à la santé qui soit efficace, qui marche, qui est la science, qui puisse fonctionner correctement aux États-Unis. Et là, il y a un véritable pilonnage qui est fait, et qui est vraiment le symptôme de ce travail en profondeur de l'établissement du réel ou du consensus qu'on peut se faire autour du réel sur les questions de santé, de science en général, de climat. Ils ont attaqué par exemple l'administration NOAA, qui elle s'occupe de tout ce qui est météo aux États-Unis, de prévenir les ouragans, d'étudier le climat, qui s'est fait aussi vider sa substance par les jeunes de l'équipe d'Elon Musk à travers son Doge, qui vient exploser administration après administration en vidant sa substance tous les fonctionnaires, en environ une masse significative, au point que NOAA aujourd'hui a du mal à envoyer des ballons sondes pour étudier le climat. Bref, tout ça est vraiment le symptôme encore une fois d'un travail en profondeur qui va avoir un impact, non pas tout de suite, peut-être dans un moment proche, mais qui fait un travail sur le long terme. Et ça c'est pour moi beaucoup plus inquiétant. Si on travaille vraiment les fondamentaux, évidemment la science, mais les grandes administrations qui établissent la réalité ou le consensus qu'on peut se faire de la réalité sur des choses aussi fondamentales, là on travaille des armatures profondes qui peuvent avoir un impact sur le long terme. Ce que tu veux dire, c'est que finalement ces théories du complot qui sont aujourd'hui au pouvoir vont avoir un effet dans le réel dans les 3 ou 4 prochaines années. C'est un peu ça que tu veux dire, c'est la façon dont ils attaquent les administrations et dont ils considèrent que les administrations sont des représentants de l'État profond, vont avoir des effets dans le réel dans 3-4 ans. Oui, je pense que là, on est face à, disons, on a le choc des décisions qui sont prises, qui sont exprimées, qui sont absolument scandaleuses de la part de l'administration américaine. Mais au-delà de ce choc, évidemment, c'est un paquebot qu'on est en train de déplacer. Et ce paquebot, évidemment, il va se déplacer sur le long terme. C'est que l'impact des choses qui nous choquent aujourd'hui, on en verra, je pense, on en paiera le prix beaucoup plus tard, parce qu'il s'est travaillé encore une fois de façon en profondeur. Encore une fois, quand on vire des milliers de fonctionnaires de l'agence NOAA pour le climat, l'impact va être profond sur le long terme. Sur ce point-là ou sur autre chose? Non, mais je vais continuer sur ce point-là. On parle beaucoup d'obscurantisme. Et moi, je suis très curieux de savoir ce qui va se passer sur notamment la question du créationnisme. Est-ce que cette administration va favoriser ces idées-là dans les écoles? Alors, c'est une compétence, si je ne me trompe pas, d'États fédérés, enfin au niveau des États fédérés, pas au niveau de l'État fédéral. Mais quand même, je serais curieux de savoir où seront les compteurs sur ce terrain-là d'ici quelques années. On a aussi évoqué la question d'une forme de macartisme. Est-ce que c'est pas un moment un peu macartiste de chasse aux sorcières à l'égard de l'élite intellectuelle, scientifique? Et effectivement, il y a cette recherche de bouc émissaire. Moi, j'y vois un anti-intellectualisme, un anti-élitisme qui est le propre du populisme, en fait. Bien sûr. Mais qui, au final, va affaiblir les États-Unis. Dans les domaines scientifiques notamment. Enfin, je ne vois pas très bien comment François Gemène, il y a quelques jours, disait là, il y a des grands spécialistes du climat, François Gemène. C'est ça, et la démographie, et des questions de démographie. D'aller voir le GIEC ou de collaborer avec le GIEC. C'est ça, donc une sorte de reprise en main autoritaire de ce qu'ont le droit de faire les scientifiques, universitaires ou pas. Et puis, il y a
y a des champs de recherche, des domaines de recherche qui vont cesser d'être financés et sur lesquels l'Amérique, les États-Unis d'Amérique vont prendre du retard, et un retard stratégique qui va les handicaper à l'avenir. Et voilà, donc c'est... Il y a quelque chose de macartiste, vraiment, pour moi c'est assez flagrant. Hein. Ce que fait le Doge, c'est une purge. Et qu'est-ce qu'ils vont purger dans l'administration? C'est essentiellement ceux qui ne sont pas en allégeance totale avec Trump. En gros, hein, c'est en gros comme ça que ça va se traduire. Donc il y a une purge au sein de... Je suis curieux de savoir quels sont les garde-fous qui vont être activés ou pas. Voilà, est-ce que ce genre de politique-là peut être mené quand même voilà, l'avenir le dira, je ne sais pas. Et puis il y a dans cette purge, il y a aussi... C'est absolument fou, mais dans la purge, par exemple, on a eu cet épisode absolument fou il y a quelques jours où Trump a fait en sorte que dans les sites de l'administration américaine globale ou fédérale, on enlève toute allusion aux questions de genre. Oui. Ouais. Il y a des mots interdits. Avec des mots interdits, et notamment, ils ont fait tomber des pages avec le mot... Par milliers. Et notamment avec le mot gay. Et des pages de sites fédéraux, gouvernementaux. Gouvernementaux. Et il y a eu cet épisode qui est absolument lunaire, mais qui est drôle, qui a été relevé par toute la presse américaine. Il se trouve qu'il y a une page qui mentionne l'Enola Gay. Enola Gay, c'est le nom du bombardier qui a bombardé Hiroshima, c'est ça? Absolument. Et donc cette page est tombée. Parce qu'il y a le mot gay. Parce qu'il y a le mot gay dedans. Donc bref, on est vraiment dans un moment, comme tu disais, de purge extrême, aveugle. Et bête et méchante. Et qui est massive. C'est-à-dire ils vont taper dans le tas de façon globale. Et après, ils vont voir. Bon, après, ils vont remettre, j'imagine qu'ils vont remettre cette page de l'histoire américaine. Pas la plus belle, mais en tout cas, ils vont remettre cette page en forme. Mais je veux dire, voilà, ça, c'est pour moi le symptôme. On mitraille sur la masse en vrac, hein. Et on fera le ménage ou on fera le détail un peu par la suite. Donc il y a vraiment un pilonnage, une purge globale qui est extrême, qui va au-delà du réel et qui fait avec des faux positifs, les milliards de faux positifs, et qui va clairement avoir un impact sur le long terme. Tu parlais de conspicratie, alors il faut rendre à César ce qui est à César. Et tout à fait, bien sûr, j'allais le faire. Mais oui, copyright David Colomb, conspicratie. Oui, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on est en train d'expérimenter ça. Quand David Colomb dans Les Déconspirateurs. Dans Les Déconspirateurs. On y renvoie là aussi nos auditeurs, mais excellente interview, excellent intervieweur d'ailleurs. Merci. Mais juste une autre nomination qu'on n'a pas encore évoquée ici, c'est celle de la nouvelle secrétaire de presse adjointe du Pentagone, donc le ministère de la Défense américain. Kingsley Wilson. Kingsley Wilson, l'année dernière, on s'en est aperçu sur les réseaux sociaux, elle avait fait valoir une version révisionniste de l'affaire Léo Frank. Alors, nos auditeurs ne doivent pas vraiment savoir ce qu'est l'affaire Léo Frank, c'est un peu, toute chose égale par ailleurs, l'affaire Dreyfus américaine, si vous voulez. En fait, c'est quoi Léo Frank? C'était un patron d'usine qui a été accusé, à tort, du meurtre d'une jeune fille de 13 ans, en 1915, qui a été sorti de sa prison, lynché à mort, pendu par un commando antisémite. Il était réhabilité par la suite. Donc pour les historiens, il n'y a pas de doute sur son innocence, sur le caractère abusif de sa condamnation, et évidemment de sa mise à mort dans ces conditions-là. J'avais reçu ici Pierre Birnbaum, l'historien Pierre Birnbaum, l'année dernière, qui a fait un livre entier sur l'affaire Léo Frank. Donc là aussi, c'est une affaire passionnante, terrible. Mais on a dans la sphère antisémite internationale et notamment américaine, parce que c'est une affaire très américaine, un révisionnisme qui se développe sur le sujet, disant mais en fait Léo Frank était en réalité coupable. Candace Owens a relayé ça, et Kingsley Wilson, donc qui a nouvelle secrétaire de presse adjointe du Pentagone, elle est toujours en poste au moment où on parle. Alors on voit bien qu'on a du mal aujourd'hui à y voir clair, en tout cas entre le réel et les propagandes, les récits qui s'affrontent. Et c'est encore plus vrai dans la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine et dans la façon dont la propagande russe, a fortiori depuis l'épisode de l'humiliation de Zelensky dans le bureau ovale par Donald Trump, trouve finalement des relais en France. Et notamment sur CNews avec Ksenia Fedorova, Tristan. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler qui est Ksenia
Fedorova, et puis nous raconter un peu ce que tu as observé de la façon dont la propagande russe dans les médias du groupe Bolloré est poussée aujourd'hui dans notre pays. Oui, alors je vais prendre de façon plutôt globale, je vais laisser Rudy peut-être faire un CV plus précis de Ksenia Fedorova, mais de façon, il y a un symptôme avec cette personne-là qui est assez flagrante, et c'est de voir à quel point cette ancienne dirigeante de RT France, qui, moi, était un peu sortie du radar à partir du moment où RT France avait été interdit. Au tout début de la guerre en Ukraine en 2022. Et ce qui était relativement compréhensible. Par l'Union européenne. Par l'Union européenne, et donc et de la France, parce que RT France fait partie de l'appareil d'État. C'est un média d'État. C'est un média d'État, et ça fait partie de... Plus qu'un média d'État, c'est un média gouvernemental. Gouvernemental, ouais. Contrôlé par le Kremlin. Ouais. Et qui est un des leviers... Non, je veux dire, c'est pas France 24. Oui. Voilà. Oui, il faut France 24, c'est une chaîne publique. Oui, c'est pas l'Élysée qui contrôle France 24. C'est pas un média, France 24 n'est pas un média d'État. Voilà. RT est un média d'État. RT est un média d'État directement poutinien, quoi. Voilà. Et donc, évidemment, lorsque RT France a été interdit, eh bien, elle est partie dans une certaine confidentialité. On n'a pas beaucoup entendu parler d'elle par la suite. Et là, soudainement, depuis quelques semaines, il y a effectivement tous les médias Bolloré qui l'ont poussée. Il faut dire qu'elle sort en bouquin aussi. Donc ça, peut-être dans une maison d'édition qui appartient à Bolloré. Donc c'est peut-être aussi partie d'un plan com. Mais ce qui est assez fascinant, c'est de voir à quel point elle est poussée sur tous ces médias, avec un peu le même discours sur tous ces médias, ce qui est en gros de dire, quelque part, nous, en France, on serait un régime liberticide qui empêche Ksenia Fedorova de faire son travail, ce qu'elle faisait sur RT France, et de s'exprimer aujourd'hui. Et donc, elle est sur tous les médias de Bolloré pour dire qu'on ne peut plus rien dire, en gros, et qu'elle est là pour essayer de nous... tirer un signal d'alarme. Tous les médias du groupe Bolloré, il faut quand même signaler que c'est donc le JDD, le JD News qui est l'hebdomadaire en plus du JDD, il y a Europe 1, il y a CNews, voilà, il y a quand même une kyrielle de médias. Oui, il y a quand même un espace médiatique quand même assez significatif. Mais elle est quand même le symptôme d'une sorte de libération de la parole qu'on constate. Tu veux dire sur la Russie ou sur la Russie, oui, clairement. Je pense que l'épisode de la Maison Ovale a libéré la parole, du Bureau Ovale, pardon, a libéré la parole de certains éditorialistes et au-delà même disons, de l'univers Bolloré, avec une reprise, en tout cas, en écho, clairement, d'une partie du discours de la propagande russe. Alors, c'est pas une reprise littérale de la propagande russe, mais la matrice y est. Et cette matrice, elle repose sur un pilonnage marqué de Zelensky et une sorte de regard très flou du côté russe. Donc en gros, sur cette séquence-là, l'idée, c'est pas tant de dire « oui, Poutine est génial, oui, Poutine a raison d'envahir... » Non, ça, ils ne le disent pas. Tout ce qu'ils vont faire, c'est essayer de s'attaquer sur la légitimité, la crédibilité de Zelensky et du rôle des pays occidentaux dans ce soutien-là. Tu as tout à fait raison. Il y a même François Fillon, ancien Premier ministre français, qui a dit que Zelensky n'était pas le héros irréprochable que l'Occident voulait faire croire aux Français. Donc il y a vraiment quelque chose qui est plus large que ce que tu disais des médias de Bolloré, quoi. Et il y a une petite musique qui va au-delà d'ailleurs des médias Bolloré, mais qui est aussi repris par les Américains, avec cette idée que Zelensky, alors on avait quand même Trump qui avait qualifié Zelensky de dictateur. Mais il y a cette idée de non-légitimité politique et électorale. De considérer même qu'aujourd'hui, du fait qu'il n'y ait pas eu de nouvelles élections du fait de l'invasion russe sur le sol ukrainien, qu'il n'y a pas eu les élections qu'il aurait dû avoir normalement si les Russes n'avaient pas envahi l'Ukraine, et que donc, il n'est pas légitimement, il n'est pas un élu légitimement en place. Et cette petite musique, on commence à l'entendre du côté des États-Unis, de toute la complosphère française qui le relaye. Donc en gros, il y a un pilonnage assez unilatéral de la légitimité de Zelensky, et avec cette idée, qui est assez partagée de façon assez large, que c'est lui qui a les mains, c'est Zelensky qui peut permettre la paix, pas la Russie. S'il n'y a pas la paix aujourd'hui, ce n'est pas du fait de Poutine. C'est parce que Zelensky veut continuer la guerre.
cette ligne-là est tenue de façon assez consistante par les extrêmes droites européennes et par une partie aussi de l'extrême gauche. On a eu un sondage, d'ailleurs, il n'y a pas assez récent, d'ailleurs, d'Ipsos. Je crois que c'est Mathieu Gallard qui l'a révélé. C'est une étude, qui est directeur d'études, d'ailleurs, à Ipsos, qui est le 9 mars, là, ici, a partagé un sondage qui était présenté comme ça. Que pensez-vous de la déclaration et des décisions de Trump? Et on avait 17% des sympathisants France Insoumise et 18% des sympathisants RN qui étaient satisfaits par les déclarations et décisions de Trump. Déclaration notamment évidemment dans le bureau Oval, où il chargeait qui? Pas Poutine, Zelensky. De faire... Donc on a un discours... Ce qu'il faut dire quand même, c'est que pour toutes les autres sensibilités politiques, c'est entre 3 et 5%. Donc on a une surreprésentation très notable chez ces deux bases sympathisantes, RN, LFI. En revanche, ce qu'il faut dire aussi, c'est que chez ceux que ça indigne, le comportement de Trump, on a un écart très important entre les sympathisants LFI, que ça indigne beaucoup, je crois plus de presque 60% à 58% de mémoire, et les sympathisants RN, que ça indigne beaucoup moins. On est autour de 35, 36, quelque chose comme ça. Donc il faut dire ça, c'est intéressant, ça veut dire que dans la base sympathisante LFI, on a des gens qui sont des comment dire, des anti-impérialistes américains classiques de l'extrême gauche, peut-être. Évidemment, voilà. En fait, on a des gens qui sont prêts au transfugisme avec l'extrême droite, qui sont une minorité. Et puis on a quand même des gens qui sont encore dans une culture de gauche, adversaires, ennemis des dictateurs et des régimes autoritaires. Voilà, ce qui est rassurant. Mais il faut. Mais le sondage en lui-même est plutôt globalement rassurant, parce que la majorité des gens étaient scandalisés par ce qu'il y avait. Mais bon, la satisfaction de ce petit cœur, de cette petite frange-là, qui est un noyau qui est de volume équivalent du côté RN, des sympathisants RN et des sympathisants FI, est le symptôme un peu de ce moment-là, et il est assez inquiétant, quoi. Rudy, toi, comment tu vois cette façon la façon dont la propagande russe diffuse ses idées en France aujourd'hui à travers des idées éditorialistes, des anciens premiers ministres, des médias? Comment tu t'analyses cette séquence? Ce que je comprends, c'est qu'elle a trouvé, cette propagande d'État, un débouché à travers des médias privés. On a beaucoup cité le cas des médias Bolloré, voilà, pour pouvoir... alors, il y a une séquence d'ailleurs chez Pascal Praud sur CNews, qui recevait Xenia Fedorova la semaine dernière, et qui donnait lecture de son bouquin, dans laquelle elle nous cite, aux côtés de NewsGuard et de Wikipédia. Ce qui est marrant, parce que aucun de ces trois médias, ne fait la même Conspiracy Watch, NewsGuard et Wikipédia, c'est ça, c'est complètement hétérogène. Tout à fait, NewsGuard, c'est un site de notation des médias qui étudie ce que font des sites internet et en quoi ils pose problème au regard de la déontologie journalistique. Wikipédia, c'est une encyclopédie collaborative qui a beaucoup de qualités, qui a aussi des défauts. Il y a un appel du point que j'ai signé pour souligner les limites de ce modèle-là et l'importance de réguler tout ça pour que ce projet encyclopédique qui mérite d'être soutenu, devienne pas une caricature et reflet simplement d'opposition, de polarisation, et de polarisation, et surtout de guerre d'édition entre des factions militantes, quoi. Voilà. Quels sont les garde-fous que Wikipédia aujourd'hui met en place pour prévenir ce risque-là? Peut-être pas suffisamment. Quand on regarde l'état de certaines notices sur Wikipédia, pas seulement celles qui me concernent, où il y a des choses fausses, et sans possibilité de faire de droit de réponse, en fait, comme on pourrait le faire sur un média classique. Donc voilà, il y a des problèmes de cet ordre-là à poser sur la table, et encore une fois, ça ne veut pas dire que Wikipédia est à jeter aux orties. Wikipédia, nous, on a fait un papier il y a quelques années pour montrer à quel point c'était un site résilient face aux théories du complot et aux tentatives de désinformation, notamment en matière de santé, sur le Covid. Donc Wikipédia est plutôt bien résisté. Bon, sur d'autres sujets, ça résiste moins bien. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que mettre dans la même phrase NewsGuard, Wikipédia et Conspiracy Watch, on est un site d'actualité spécialisé sur la question du complotisme et cette désinformation-là en particulier, c'est juste dingue, parce que par ailleurs, c'est pas du tout les mêmes niveaux d'implication. Nous, on est un tout petit média. Wikipédia, c'est un truc mondial. NewsGuard, c'est un média qui est capitalisé, qui est un média professionnel, qui vend du contenu, etc., qui a un modèle économique. Nous, on est une association à but non lucratif. Donc, voilà. Mais
Mais c'est une forme d'hommage à notre travail, donc je le prends comme ça. Oui, mais ça veut dire aussi que Conspiracy Watch est perçu comme étant une des cibles, ou en tout cas une des organisations responsables de ce que dénonce Ksenia Fedorova, qui est encore une fois d'expliquer que, en gros, il y a une sorte d'autoritarisme, disons, on ne peut pas dire dictature, qui s'installe un peu en France, qui cherche à brider la liberté d'expression, et donc Conspiracy Watch serait évidemment l'un des vecteurs. C'est exactement l'argument que Cyril Hanouna a employé à travers la fermeture de C8 après 36 amendes et 36 mises en demeure de l'Arcom. C'est exactement l'argument qu'ils ont employé, cette espèce de dictature politique qui se met en place. Mais alors que notre seul tort, c'est d'avoir de la mémoire, c'est-à-dire de documenter ce que disent ces gens-là, et de travailler en source ouverte. Encore une fois, source ouverte, et puis on fait un travail de journalisme quand on fait des enquêtes. Alors, je veux juste faire une petite parenthèse sur l'excellente enquête. On va y venir. On va y venir, mais je veux le dire. Fais une petite parenthèse. Parce que c'est pas sans lien avec nos affaires de Russie quand même. C'est vrai, c'est vrai. L'enquête sur Tocsin, ce média qui est piloté par Clémence Oudiakova, russophile, assez affirmée, mais dont on apprend dans cette enquête qu'elle travaille aussi avec un membre de sa famille, qu'elle ne le présente pas comme tel pourtant, ce qui est un peu problématique, et puis surtout que son média est devenu un vecteur vraiment la chambre d'écho de toute la complosphère et de l'extrême droite et d'un tropisme d'extrême droite française. assez clairement prononcé, c'est très net, donc aussi poutinophile, en tout cas on a ce tropisme-là sur Tocsin, avec des choses fausses, il faut le dire, y compris nous concernant, des fake news. Donc moi je considère que c'est un objet pour nous d'étude. Je ne considère pas que c'est un média sérieux. Voilà, mais pour rester juste sur Hanouna, là, tu mentionnais Hanouna effectivement à l'instant. Évidemment qu'il n'est plus sur C8 maintenant, et donc il vit sa vie ailleurs, mais toujours dans la sphère Bolloré. Il est souvent sur CNews, et puis sinon il est sur Internet avec son émission bien sûr. TPMP. Et donc, il devrait peut-être aller sur M6 l'année prochaine. Mais... En tout cas, il reste dans l'univers Bolloré. Et puis, évidemment, lui, il est un hub assez intéressant aussi, qui emmène une part de son audience, évidemment, dans la propagande... qui les met en raccord avec la propagande russe, quelque part. Il a fait, il n'y a pas longtemps, là, je crois que c'était le 4 mars, il a fait un sondage sur X, évidemment sur le compte TPMP, avec la question, est-ce que la France doit arrêter de financer la guerre en Ukraine. Plus de 6300 votants et 85% de oui. Donc il est en tout cas en train de taper dans cette audience-là, qui est son cœur nucléaire, clairement, le cœur nucléaire de son audience, et il est un vecteur auprès d'une autre population plus large, parce que les gens qui l'écoutent, les gens qui le suivent, c'est vraiment sur des sujets de gossip et des trucs un peu populaires, mais il emmène toute cette audience-là sur des sujets géopolitiques beaucoup plus graves et beaucoup plus problématiques. Et alors justement, tu parles d'Hanouna, on a retrouvé ce week-end une de ses anciennes chroniqueuses, peut-être elle l'est encore, je me souviens plus très bien à vrai dire, mais Myriam Palomba, on l'a retrouvée dans une manifestation de soutien finalement à la Russie, on peut dire ça comme ça, organisée par Florian Philippot. Donc, est-ce que tu peux nous raconter cet épisode? Et puis voilà, ça illustre, je trouve, cette façon qu'a Hanouna, très perverse, d'emmener les gens sur des sujets géopolitiques sous couvert de divertissement. Tu vas voir que tout est lié, parce qu'effectivement, Don Palomba est une ancienne chroniqueuse, évidemment, de Hanouna, et ce week-end, on avait donc une manifestation organisée par Philippot, non pas pour soutenir la Russie, officiellement non, c'est pas ça le titre, c'est pour la paix. Oui. Philippot fait toujours des manifs avec des mots simples. C'est vrai, tu as raison. Liberté d'abord, après là c'est paix, liberté pendant le Covid, et là c'était paix pendant cette séquence. Ça c'est ce qu'a fait pendant des décennies le Parti communiste français, en disant on manifeste pour la paix, en réalité on manifestait pour l'Union soviétique, en expliquant que le camp de la guerre des bellicistes c'était Washington, l'Ouest, l'OTAN, etc. C'est la même technique, la même ficelle, mais aujourd'hui utilisée par l'extrême droite. Absolument, et c'est vraiment un encapsulage qui marche, parce qu'évidemment tout le monde est pour la paix. Qui n'est pas pour la paix, comme qui n'est pas pour la liberté pendant le Covid. Et c'était d'ailleurs le seul mot. Il y a des fois, c'est juste on est pour la paix. En gros, on veut pas mourir pour Macron. Enfin bref, ça, il a fait plein de choses équivalentes. Et donc, durant cette manifestation, donc on a eu Philippot qui s'est exprimé. On a eu donc
Palomba. Et pourquoi je reviens un petit peu sur Palomba, c'est parce qu'elle-même s'est prononcée pendant le discours en reprenant un peu le poème là, du pasteur Niemöller, ouais. Avec ils sont venus chercher les communistes, mais j'étais pas communiste, j'ai rien dit, et ils sont venus chercher les juifs, j'ai rien dit. Bon bref, ce formule-là, sauf qu'elle l'a repris en y mettant ce qui elle la travaille, et à un moment donné, elle a commencé à expliquer, écoutez, vous êtes venus censurer RT France, Sputnik et C8, qu'elle met dans le même paquet, ce qui est quand même très très notable. Et vous n'avez rien fait, etc. Puis elle a poursuivi, etc., en égrénant un peu les différentes cibles ou sujets qu'elle voulait un peu évoquer. Donc là, on avait quand même, pendant cette manifestation, donc un soutien quand même à RT France et Sputnik, c'est un peu audacieux, et un parallèle avec C8. Donc je lui laisse ce genre de parallèle. On a effectivement Philippot, puis on a d'autres personnes qui sont intervenues. Alors, je fais juste un petit pas de côté sur cette manifestation, parce que j'ai trouvé ça assez, ce qui était assez notable, c'est le fait que à la fois Philippot, on a également un autre intervenant du cercle Aristote, enfin, il y a plusieurs intervenants, qui ont tous fait le parallèle avec le Covid. Tous. C'est-à-dire, c'était quoi le parallèle exactement? De dire, on va nous la refaire. C'est-à-dire qu'en gros, cet autoritarisme, cette dictature qu'on a voulu nous imposer, de la pensée unique, hein, de brider la liberté d'expression qu'on a voulu nous imposer durant le Covid, on veut nous le faire aujourd'hui. C'est une sorte comme si on voulait faire revivre un vieux tube qui nous avait rendu célèbres. Il y a vraiment cette idée de, allez, on va essayer de surfer, de rallumer la flamme un peu de ce truc-là. Donc ils ont tous fait ça, hein, encore une fois, de Philippot aux différents intervenants. Quelques centaines, j'ai dit quelques centaines quand j'ai tweeté, parce que j'ai suivi un tout petit peu l'affaire. Je crois que c'était plutôt quelques milliers, hein, on m'a fait la remarque. Quelques patriotes m'ont fait la remarque qu'ils étaient probablement plus que quelques centaines. Quelques milliers au maximum, donc ça reste, encore une fois, assez marginal. Mais c'est encore une fois le symptôme de quelque chose. Tu as raison de mettre des guillemets quand tu dis patriote. Hein. Oui, c'est le nom du parti. C'est le nom du parti. C'est le nom du parti, oui. Donc le mal nommé parti Florent Philippot, parce qu'on est là quand même en plein poutino-trumpisme. Je veux dire, c'est des gens qui... Pour un souverainiste, c'est rigolo. Pour un souverainiste, c'est quand même particulier. On a des gens qui sont fascinés par les régimes autoritaires et qui, fascinés par le pouvoir de Poutine, qui qualifieront jamais de dictature, fascinés par ce qui est en train de se passer aux États-Unis avec Trump et cette reprise en main autoritaire, au minimum illibérale. Certains vont plus loin, disent on est carrément sur une dérive totalitaire. Moi, je ne reprends pas ces propos à mon compte. Je ne pense pas que ce soit du totalitarisme. Je pense qu'on a des germes de ce que pourrait être une évolution totalitaire inquiétante. Mais totalitarisme, non, évidemment. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'ils reprennent à leur compte un discours anti-dictature, comme s'il s'agissait de faire diversion. Comme s'il s'agissait de dire, pour pas qu'on voit qu'on défend des régimes autoritaires, dictatoriaux, eh bien, on va accuser l'Union européenne, la démocratie française, d'être, eux, tyranniques, dictatoriales, etc. Donc, une inversion totale, mais ce qui est terrible, c'est qu'il y a toujours ce jeu miroir. Si on leur dit que vous inversez les valeurs, c'est ce qu'ils vont nous opposer. Oui, c'est ça. C'est récursif. Et à chaque fois, c'est le même avec Spider-Man. Et puis ils vont toujours citer Orwell et 84. Enfin bref. C'est complexe. En tout cas, ce jeu de miroir est systématique. C'est pour ça que c'est toujours difficile de leur dire, effectivement, c'est vous qui inversez les valeurs. Parce que, bref. Oui, mais c'est le cas. Mais oui, c'est le cas. Et alors, ce qui se passe aussi dans ce moment qu'on est en train de vivre, là, c'est le rejet de la candidature par la justice roumaine de Călin Georgescu, qui était le candidat nationaliste à la présidentielle roumaine. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce rejet de cette candidature, et de la façon surtout dont la complosphère parle de ce rejet, c'est-à-dire sans vraiment regarder les faits, de toutes les manières, c'est quelque chose, c'est un complot, quoi, contre la liberté, contre je ne sais quoi. Donc raconte-nous un peu ça, Tristan. En tout cas, on parlait de Philippot à l'instant. Philippot, pas plus tard que hier, a tweeté dès qu'on a su que sa candidature avait été suspendue, hein, voilà, donc il ne peut plus candidater, ce candidat d'extrême droite, eh bien a tweeté instantanément, hein, tout de suite, en disant voilà, c'est l'Union européenne qui, d'une manière ou d'une autre, a empêché ce candidat de s'exprimer en Roumanie. Oubliant évidemment que la Roumanie est un pays totalement souverain, mais ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment ça va taper dans tout l'imaginaire de la dictature de Bruxelles, de la dictature de l'Union européenne, et de pilonner l'Union européenne. Je rappelle que Philippot est quand même un militant du Frexit. Donc ce moment-là est
clairement instrumentalisé par les extrêmes droites, mais par les complotistes, comme un ha-ha moment, c'est-à-dire en gros, regardez ce qu'on est en train de faire. Oui, ça va faire un même. J'espère que ça va être encore découpé et repris par je ne sais qui en ligne. Mais l'idée, évidemment, c'est de dire, là, on vous a pris les doigts dans le pot de confiture de la dictature. Là, il y avait un vrai processus démocratique et vous l'avez fait exploser, vous l'avez bridé, vous avez empêché les citoyens de s'exprimer, etc. Alors, encore une fois, toujours grande précaution sur un processus. Il y a des enquêtes qui sont en place, il y a la justice est saisie. Étudie le dossier, bien donc, sûr. Nous, on se prononce absolument pas là-dessus. Moi, ce qui nous intéresse, c'est comment la complosphère, évidemment, s'empare de cette séquence. Et comme je disais, c'est pour eux le symbole absolu ou la preuve, la figure parfaite de cette Union européenne qui est une entité véritablement dictatoriale. Et alors, quand c'est pas l'Union européenne qui est incriminée, c'est George Soros. C'est George Soros. Et alors, on a signé ensemble avec David dans Frontières. Très bon dossier dans Frontières. Un dossier en tout cas. En tout cas, la couve est très jolie. La couve est très jolie. Il faut la saluer. Sur comment Soros est devenu cette figure de détestation de la complosphère, sachant que Soros, c'est comme tout le monde, il peut être critiqué, il n'est pas au-dessus de la critique. C'est pour ça que le dossier s'appelle Ni ange ni démon. Et tu parles de Soros par rapport au candidat roumain Khalid Georgescu, parce que Elon Musk, ce matin, a tweeté Soros again par rapport à la décision de la justice roumaine de ne pas autoriser la candidature. Il y a quelques jours, Georgescu lui-même expliquait que lui, président, il mettrait fin aux activités de Soros dans son pays. Et Musk de soutenir cette déclaration de Georgescu déjà à l'époque, de dire c'est super, je ne sais plus comment il l'a dit, mais en tout cas voilà, enfin quoi, quelque chose comme ça. Oui, donc, et puis aux États-Unis aussi, on peut continuer, on peut égrener ça. Il faut dire qu'il y a une vraie revival un peu de la marque Soros dans l'imaginaire complotiste. Aux États-Unis, il y a pas mal de manifestations lors de meetings républicains locaux. Dans lesquels il y a pas mal de gens qui réunissent et qui viennent exprimer leur mécontentement. Et évidemment, on a beaucoup d'élus républicains qui disent, évidemment, tout ça, c'est pas spontané. C'est pas spontané. Et qui c'est qu'il y a derrière ces manifestations de mécontentement? Évidemment, encore Soros. Donc la carte Soros, franchement, elle a avec l'idée qu'il payerait les manifestants. Payerait les manifestants, oui, bien sûr. Ce qui n'est pas vrai. Et Trump l'avait fait aussi, encore avant, plein de fois. Elon Musk, il n'a pas payé des électeurs pendant la campagne? On n'en était pas loin. Je crois. Alors voilà, là tu mets quand même le doigt sur un sujet important, qui est que, en fait, au fond, une très grande partie de ce qui est reproché à Soros depuis 30 ans, c'est Elon Musk qui est en train de le faire sous nos yeux. Tout à fait. Et Musk, quand on regarde l'estimation de sa fortune par l'excellent site qui est consacré à ça, de Forbes, le magazine Forbes, la fortune personnelle de Musk, c'est 50 fois la fortune personnelle de George Soros. Un Musk, c'est 50 George Soros. Et Musk est aujourd'hui ministre américain. Oui, ce que n'a jamais été George Soros. Voilà. Donc, il faut quand même que les gens... Et alors, ce qui est marrant, c'est que, très bien, on peut dire Soros fait de la politique, il s'en cache pas. Depuis 30 ans, 40 ans qu'il a fait ses Open Society Institute, Foundations, il explique que lui, il est marqué par la pensée de Karl Popper, la société ouverte, et que pour faire vivre la démocratie, il faut lutter contre l'extrême pauvreté, oui, c'est dans le décor, contre les maladies infectieuses, etc. Donc il finance tout un tas de programmes, et puis il soutient les minorités discriminées, etc. Avec... parfois de manière heureuse, parfois de manière moins heureuse. C'est ce qui ressort aussi du dossier qu'on a écrit. Des financements douteux, contestables. Ou contestables, en tout cas, d'associations. Quand on finance pendant 40 ans des organismes proches des frères musulmans, notamment, ou des associations islamistes. Voilà, donc il y a des choses qui sont très contestables dans mais qui représente quand même une fraction de l'ensemble de l'effort. Très marginale. Mais oui, très marginale de ce qu'a fait Soros à travers ses fondations. Donc, bon, on peut dire il fait de la politique, il défend ces valeurs-là, donc oui, c'est vrai. Est-ce que c'est de l'ingérence? Il a le droit. Et puis si on ne veut pas qu'il s'ingère, on l'interdit. La Russie a interdit les activités de Soros dans son pays. Voilà. Des pays autoritaires le font aussi. Mais Musk, il intervient directement dans le débat public. Il soutient un parti politique, l'AfD, l'extrême droite allemande, en pleine campagne électorale. Il a soutenu Trump
financièrement, enfin, voilà, il accompagne toute la droite nationale populiste occidentale. Et là, alors là, ses partisans, à lui, ne parlent pas d'ingérence, refusent même, trouvent que le mot est un gros mot, quoi. Alors qu'on est manifestement dans une opération, et mieux, il dirige Twitter, X, et il se sert des algorithmes de Twitter pour orienter le débat vers plus de polarisation. Donc voilà, moi cette hypocrisie-là que je voulais souligner, parce qu'encore une fois, on est là face à quelqu'un qui lui fait vraiment des bras tendus en meeting, quoi. Là où Soros est accusé d'être un ancien nazi. Soros, il avait 10 ans en 1940. Voilà, avec une fausse photo qui circule. Il y a une fausse photo d'un type qui était comptable à Auschwitz et qu'on présente comme étant George Soros. C'est délirant. On a Marjorie Taylor Greene, congressiste américaine, trumpiste, qui l'a traité de nazi, Soros. Bon. Enfin, voilà, on est encore dans ce monde orwellien complètement inversé. Juste, désolé, c'est l'esprit d'escalier, mais la séquence dont on a parlé tout à l'heure dans le bureau ovale, avec Zelensky, Trump, Jill J'allais y venir justement que c'était celui qui interpelle Zelensky sur son costume, c'est le compagnon de Marjorie Taylor Greene, leader tenancier à la tête d'un média complotiste conservateur, d'un gros média qui s'appelle OAN et qui est le média de prédilection de Trump. C'est ça. Donc, tout ça se fait un peu en famille ou dans un réseau vraiment, c'est clanesque. Hein. Quand on parle de clan, on a un véritable clan qui a pris le pouvoir aux États-Unis. Il n'y a pas photo. Et je voulais vous parler aussi, les amis, de votre dernier Complorama autour du pape. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire 2-3 mots Est-ce que le pape est vraiment, victime de théorie du complot lui aussi? Oui. Il n'y a pas de doute. Mais le pape, c'est une sorte de George Soros en soutane. Quand même. Ah ouais, carrément. Le pape François. Vous y allez, vous. Oui, parce qu'il est vu comme ça par une partie de la complosphère, et notamment de la plus extrême droite. L'extrême droite, c'est des vacantistes, celle qui a jamais, traditionnaliste en gros, qui a jamais accepté Vatican II, c'est-à-dire les réformes au sein de l'Église catholique. Et ce pape-là est un peu l'incarnation de ça. Ça reste le chef de l'Église catholique, apostolique et romaine. C'est-à-dire qu'il a des positions sur un tas de sujets qui ne sont pas spécialement progressistes. L'IVG, l'union des couples de même sexe, voilà. Le célibat des prêtres. Voilà. Bon, comme ça, voilà. Donc c'est pas un agent, comment dire, du progressisme mondialiste. Wokiste, c'est complètement fou. Mais c'est un pape argentin, c'est le premier pape jésuite de l'histoire de la papauté. Et c'est pas rien, parce qu'il traîne du coup avec lui toute la légende noire de la Compagnie de Jésus, et qui a eu des rapports conflictuels, y compris avec la papauté, qui a été, on s'en rappelle pas, mais à la fin du XVIIIe et une partie du XIXe, interdite pendant des décennies sur décision de la papauté. Donc voilà, on parle de tout ça dans Complorama, je ne vais pas le refaire. Moi, je trouve que c'est un sujet passionnant. Donc surtout qu'on va un petit peu au-delà de tout ça. Hein. Évidemment, on va essayer de foyer un peu l'histoire relativement récente, ou plus ancienne d'ailleurs. C'est juste ce pape-là, ou c'est tous les papes en général? Lui, il cristallise beaucoup. Mais la papauté et le Vatican a toujours été un lieu de fantasme, évidemment populaire. On pense tous à Da Vinci Code et d'autres films comme ça. Donc il y a déjà, comment dire, naturellement dans la culture populaire, déjà, sans que ça soit quelque chose d'absolument atroce, hein, c'est juste comme ça. Voilà, dans la culture populaire, il y a beaucoup de fantasmes projetés sur le Vatican. Le problème, c'est que sur la frange, on a évidemment une récupération par les complosphères internationales qui, elles, vont se nourrir de cet imaginaire-là pour aller beaucoup plus loin et faire des accusations beaucoup plus chargées. Donc oui, je trouve que en tout cas, c'est un voyage assez improbable. Rudy est très calé en droit canon. J'ai découvert ça pendant on a eu un tout petit épisode. Pendant cette séquence. On a découvert. Il y a quand même, je voulais rajouter une chose que j'ai pas dite pendant le Complorama. Désolé. Vas-y, je t'en prie. Mais par exemple, il y a cette photo ou cette image, avant même l'IA générative, que je vois circuler depuis très longtemps, de prélats catholiques, hauts dignitaires de l'Église catholique, des cardinaux, en train de fumer des clopes. C'est une image de tournage de film, une fiction. C'est des acteurs en fait. Ce ne sont pas des vrais cardinaux. Et c'est quelque chose qu'on revoit dans un film, un très bon film qui est sorti il y a quelques mois maintenant, Conclave, donc qui décrit l'élection du nouveau pape, etc. Fiction.
Et on voit ces prélats arriver dans une cour, comme ça, à l'air libre, et un certain nombre d'entre eux qui fument des cigarettes. Ah ouais. Et ça renvoie à cet imaginaire-là de finalement, on est là face à des gens qui sont un peu corrompus. Encore une fois, moi, parce que c'est une image qui m'avait beaucoup interpellé à l'époque, elle circule depuis très longtemps. J'ai jamais vu de vraies photos de cardinaux en train de fumer des cigarettes. Jamais. Ouais. Les seules choses que j'ai vues, c'est des images de fiction. Voilà. Alors, ça n'enlève en rien qu'il y a eu des polémiques légitimes autour du Vatican. Bien sûr, bien sûr. Ça pour nous couvrir. Ce que je veux dire, c'est, je voulais juste reprendre sur l'imaginaire dont tu parlais, et qui est oui, associé au pouvoir et à l'idée d'un pouvoir corrompu nécessairement, etc. Et ce qui est intéressant dans l'exemple que tu donnes, là, c'est pas la culture populaire qui nourrit la complosphère, mais là, pour le coup, c'est un épisode dont tu nous parles qui a peut-être inspiré celui qui a fait cette série. Il a peut-être marqué, et puis il a dit, tiens, je vais la mettre dans ma fiction, peut-être. Ouais, c'est un film. Eh bien voilà, je pense qu'on a fait un bon tour pour ce numéro. Juste vous signaler l'excellente interview d'Antoine Daoust chez nos amis de la Tronchambier, où il revient sur toute l'histoire, notamment la cabale dont il a été victime de la part de Xavier Azalbert et de François, et qui continue. Donc, sa cagnotte d'ailleurs a été suspendue du fait de signalement probable. De signalement, en tout cas qui n'était pas clairement pas légitime, enfin bref, donc il continue à être vraiment dans l'œil du cyclone d'attaque. Alors qu'il a fait condamner Xavier Azalbert, qu'il a gagné son procès, qu'il est... Même s'il appelle, donc il est toujours... Oui, en mais en tout cas, il a été condamné en première instance, absolument. Ouais, et donc ça, c'était pour vous signaler ça, et vous signaler, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, mais l'excellente enquête de Victor Motin sur Toxin et ce média donc complotiste d'extrême droite. Vous allez apprendre plein de choses, les liens familiaux, tout ça. Ça, c'est super. Une vraie série. Et puis donc, tous les autres contenus sur Conspiracy Watch, il y en a d'autres. Une critique du film La fabrique du mensonge sur la propagande par Goebbels. Voilà, allez lire ça. Voilà. Et cette émission, comme chaque numéro, a été réalisée par Martin Béraud. Moi, je vous dis à bientôt. Salut. Allez, ciao. Salut.